Il s'est réveillé dans la peau du pire personnage de tout le jeu. Dans 3 ans, il est censé perdre la tête, tout perdre et mourir en tant que méchant après une défaite humiliante. Ouais, mais il ne compte pas suivre ce scénario. Au lieu de chercher le pouvoir ou la vengeance, il fait équipe avec une femme bête, rejoint une guilde d'aventuriers et s'entraîne discrètement dans l'ombre, réécrivant son destin une quête à la fois. Parce que survivre à l'histoire, c'est ça son véritable objectif. C'est parti! L'histoire commence avec Jin von Radzynia à l'âge de 12 ans debout devant un grand monstre. Il a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'un petit dragon se trouvait si près dans la forêt. Quelle chance il avait! Il utilisa la compétence d'amélioration du mana, la bénédiction du dieu de la magie. Il a esquivé l'attaque du monstre d'un bond et a déclaré à voix haute que c'était trop lent. Il a créé un cercle magique pour invoquer le vent. Il a projeté 2 lames de vente magique qui ont frappé la tête du monstre. Il l'a tué avec cette attaque et a dit que c'était excellent. La magie a aussi fonctionné comme prévu. Le résultat est encore meilleur que ce qu'il pensait. Il va donc sans aucun doute s'en sortir. Maintenant, il n'a plus peur de sa rencontre de demain avec son père. Le lendemain, dans la demeure de son père, le marquis, son père l'appela et lui dit qu'hier c'était son 12e anniversaire. Il acquiesça et son père lui demanda grâce à qui cela avait été possible. Il l'appela père et dit que c'était bien sûr grâce à lui. Cela attira l'attention du garçon à côté de lui. Il le traita d'insolent et lui demanda s'il n'était que l'enfant de vil roturier. Il n'avait pas oublié, n'est-ce pas? La jeune fille acquiesça et ajouta qu'avec ses manies de voleuse rusée, il ressemblait beaucoup à sa mère. Il s'approcha du personnage principal et lui murmura à l'oreille qu'il était le fruit de la séduction de son père par une simple servante qui était tombée enceinte. Comme il était insignifiant, ils se mirent à se moquer de lui et son père l'appela par son nom, lui disant qu'il ne l'avait pas convoqué sans raison. L'histoire raconte qu'il a volé et vendu non seulement l'important grimoire d'alchimie, mais aussi un héritage familial, une épée. Il lui dit qu'il l'avait vu traîner dans une boutique de pacotille. Il fut très surpris par cela et dit qu'il ne ferait jamais une chose pareille. La jeune fille dit que bien sûr il était le fils d'une voleuse. Quel pitoyable! Il se tourna vers eux et dit à voix haute qu'il n'était pas un voleur et qu'en plus il devait cesser d'insulter sa mère. Son père soupira et lui dit d'arrêter. Il l'avait déçu. Par pitié, il lui donnerait le choix entre 2 voies. La première, il n'oserait plus lever le petit doigt et deviendrait son jouet. Alan se mit à rire et dit qu'il ferait une excellente cible. Il le réduirait en poussière avec sa magie. Son père, avec un sourire en coin, annonça la 2e voie. Il devait quitter cette maison. Bien que sans ce nom de famille, il n'était personne, donc il n'avait pas le choix. Avec un air perplexe, il dit qu'il allait simplement partir. C'est tout. Il ne s'attendait pas à cette tournure des événements et dit que d'accord, alors il servirait son fils. Attends quoi? Avec une expression sérieuse sur le visage, il déclara à voix haute qu'il quitterait cet endroit avec plaisir. Son frère en fut indigné. Il l'insulta bruyamment et lui demanda avec la permission de qui il disait une telle chose. Il se tourna vers lui et lui demanda si cet homme lui avait donné la permission. Quel était le problème alors? Cela le mit très en colère, il pointa sa main vers lui, commença à utiliser la magie et dit à voix haute qu'il devait être son cobaye en silence et que ce serait très bien comme ça. Il projeta un courant de vent et avec une expression suffisante sur le visage se mit à rire. Il fut très surpris que le protagoniste esquive son attaque et que le mur se brise derrière lui. À cause de cela, la majeure partie de la maison commença à s'effondrer et qu'ils se sont tous précipités dehors. Ils regardèrent avec horreur ce qui était arrivé à la maison et qu'il commença à partir en disant qu'il avait détruit la maison avec de la magie. C'est déjà un tout autre niveau. C'est tout. Il leur est reconnaissant pour leur soi-disant sollicitude. Hier, le jour de son anniversaire, il a ressenti une douleur intense à regarder autour de lui et a crié de surprise. Il pensait qu'il était Dojimojin qui venait d'avoir 30 ans, avait eu un accident de voiture et s'était réincarné dans ce corps. Attends, il avait déjà entendu ce nom quelque part. Soudain, quelqu'un lui versa de l'eau d'un vase avec des fleurs. Il se retourna et la servante dit « Waouh, il fait la sieste ici! Quelle personne importante! Il dérange le nettoyage et devrait partir d'ici immédiatement. » Il s'est excusé à dévaler les escaliers et a pensé « Ça ne peut pas être vrai. » Il a couru vers le miroir à regarder son reflet et a dit « Oui, il ne peut y avoir d'erreur. » C'est un personnage d'un jeu auquel il jouait toujours dans sa vie passée. Il fallait qu'il atterrisse ici de tous les endroits possibles. Il pensa « L'épéiste sacré et les 7 guerrières est un jeu dans lequel le héros choisi par l'épée sacrée combat le seigneur démon aux côtés de 7 jeunes filles. Malgré le fait que ce soit une simulation de drague, les personnages sont détaillés et même les méchants sont dépeints de manière assez unique. Son personnage est à juste titre considéré comme le pire et le plus dégoûtant d'entre eux. À l'âge de 15 ans, sa fiancée Flora, l'une des 7 guerrières, a rompu leur fiançailles, puis pour une raison inconnue, il a été vaincu par un héros qui n'avait rien à voir dans cette histoire. Après avoir perdu sa fiancée, avoir été vaincu par le héros et rejeté par sa propre famille, il s'est engagé sur la voie du mal. Par la suite, il est apparu de nombreuses fois devant les héros.
Possédant une puissance écrasante, il a plongé le monde dans le chaos, surpassant même le roi démon dans ce domaine. D'une cruauté inhumaine n'épargnant ni les femmes ni les enfants, il se délectait de commettre des atrocités contre des innocents. C'est pour cette raison qu'il a été surnommé le pire personnage du jeu. Attends, quel âge a-t-il maintenant? Il prononça maladroitement le mot « statue » et se dit que si c'était le monde du jeu, il devrait pouvoir le vérifier. Une fenêtre système apparut devant lui et Jin dit avec surprise « Génial, j'ai 12 ans maintenant! » Quelle chance il n'était pas encore devenu un méchant. Il vit ses statistiques et se dit qu'il était comme il s'y attendait l'un des personnages les plus forts et les plus déséquilibrés du jeu. Maintenant, il était sûr que c'était bien le monde de ce jeu. D'ailleurs, quelque chose d'important ne devait-il pas se passer le lendemain de son 12e anniversaire? Il se souvint que la servante avait dit que le chef de famille le convoquait pour le lendemain. Il devait garder ça à l'esprit. Il pensa « C'est vrai, je devrais d'abord aller essayer la magie tout de suite. » Il est allé voir la servante, lui a tendu la lettre et lui a demandé si elle pouvait la remettre à sa fiancée. Elle accepta et il se dirigea vers le mur, dit au revoir à sa mère et pensa qu'on lui avait dit qu'elle était morte de maladie. Mais en réalité, elle avait été empoisonnée. Peut-être que la perte de sa mère, qui était sa seule alliée, a été un lourd traumatisme pour son personnage. Dans le jeu, il ne quitte pas la maison, mais y reste. 3 ans plus tard, à ses 15 ans, sa famille l'abandonnera et il empruntera le chemin des ténèbres. Cependant, en ayant quitté la maison, il avait déjà abandonné ce sombre chemin. Avec les connaissances de sa vie passée, il surmonterait sûrement tout ce qui l'attendait. Il arriva en ville. Un soldat le remarqua, l'interpella et lui demanda s'il était perdu. Plus loin commençait un quartier résidentiel pour les gens du peuple. Le protagoniste, avec une expression calme, répondit que c'était exactement là où il devait aller. Il montra sur le côté et lui dit qu'il ferait mieux d'être plus prudent. Le quartier résidentiel est un vrai chaudron où le bon et le mauvais se mélangent. Il continua son chemin en pensant que tout était décidé. Il éviterait toute voie menant aux ténèbres et s'épargnerait la mauvaise fin. Il s'était réincarné en méchant du jeu, les saints épéistes et les 7 guerriers. Heureusement, il restait encore 3 ans avant que son personnage ne sombre dans les ténèbres. Donc avec sa connaissance du jeu, il pouvait très bien l'éviter. Il regarda la rue et se dit que contrairement au jeu, les PNG locaux avaient l'air si vivants. Le marchand l'interpella et lui demanda s'il voulait des brochettes de viande. Il l'ignora, s'approcha du bâtiment et se dit que s'il devait gagner de l'argent, ce ne serait qu'en tant qu'aventurier. Il pensait que les aventuriers étaient un symbole de liberté. Leur statut était confirmé et la richesse et la renommée ne dépendaient que de leurs compétences. Dans sa situation, alors qu'il avait été chassé de chez lui, c'était l'option parfaite. La guilde des aventuriers était l'un des lieux clés du jeu où l'on peut gagner de l'argent ou rencontrer différents personnages. Il entra, remarqua une fille avec des oreilles de lapin et fut surpris de penser qu'on trouvait même des hommes bêtes ici. Elle le remarqua, rit et dit qu'il la fixait si intensément qu'elle se sentait même gênée. « Ah, en juger par ton apparence, tu es un noble, n'est-ce pas? Que dirais-tu d'une quête de nuit avec moi pour 100 pièces d'or? » Le garçon la regarda et lui dit d'arrêter de se moquer de lui. Le protagoniste la repoussa en disant qu'il n'était même pas encore inscrit à la guilde. Elle dit avec une pointe de surprise que c'était dommage. Alors il n'avait qu'à aller vite s'inscrire pour la première fois. Il commença à partir en se disant qu'une telle scène n'existait absolument pas dans le jeu. L'employé de la guilde appela Elsa et lui dit d'arrêter d'embêter le nouveau. Elle s'excusa. Elle ne le pensait pas à mal. Elle s'appelle Fina, c'est l'agente d'inscription. Veut-il s'inscrire en tant que débutant? Il la regarda d'un air confus et elle s'excusa pour attirer son attention. Il reprit ses esprits et dit d'une voix confuse qu'il était venu pour s'inscrire. Il se dit que dans le jeu, tous les personnages de la guilde se ressemblaient comme des figurants. Alors pourquoi y avait-il de si belles filles ici? Elle lui apporta un formulaire d'inscription et lui demanda s'il savait comment le remplir. Il acquiesça et pensa qu'elle était tout aussi gentille que dans le jeu. Quand il eut fini de remplir le formulaire, elle le lut et dit que tout était correct. Elle n'y voyait aucun problème. Voulait-il accepter une mission tout de suite? Il répondit que non, car son équipement était encore très sommaire. Elle fut d'accord et ajouta que certains étaient morts à cause de leur négligence envers leur équipement. Il trouva surprenant qu'elle se préoccupe même de la sécurité des aventuriers. Ce serait plus rassurant si elle continuait à l'aider. Elle ajouta que s'il le voulait, elle pouvait lui recommander un forgeron. Il la remercia et dit que cependant, il avait déjà une option en tête. Elle lui a donné la carte en disant que c'était sa carte de guilde. Avec ça, la paperasse était terminée. Il l'a regardée avec un air heureux, pensant que tout s'était déroulé bien plus vite qu'il ne l'imaginait. Les autres aventuriers l'ont joyeusement félicité et lui ont souhaité la bienvenue dans ce monde misérable d'aventuriers. Après ça, Jin est sorti en se disant qu'il n'aurait jamais cru que les personnages auxquels il n'avait pas prêté attention dans le jeu se révéleraient être des personnalités si vives. Ça lui a même plu. Il s'est dit que si son personnage dans le jeu était aussi devenu un aventurier, il aurait peut-être eu une chance de ne pas sombrer dans les ténèbres. Il s'est essuyé le visage et s'est dit qu'il était trop tôt pour se détendre. Il ne savait pas lui-même à quel moment il pourrait être de nouveau attiré sur la voie du mal.
Pour éviter de devenir un méchant, la première chose à faire était de mettre de l'ordre dans son équipement. Bien sûr, il utiliserait les connaissances de sa vie antérieure. Il est arrivé devant un bâtiment et s'est dit que cet endroit n'avait même pas d'enseigne. Ça ressemblait à un simple immeuble résidentiel. Cependant, il s'agissait en réalité d'une boutique secrète pour les initiés qui, selon l'intrigue, n'ouvrait qu'à la moitié du jeu. Il est entré. Une vieille femme l'a remarqué et a dit qu'elle n'aurait jamais pensé qu'un si jeune homme passerait par ici. C'était une vision rare. Il s'est approché d'elle et l'a saluée. Elle a gloussé et a dit qu'il était un garçon plutôt courageux. Il n'était que le deuxième à ne pas être effrayé par son apparence. Pourquoi souriait-il comme ça? Il a essayé de se retenir à couvert son visage avec sa main et a pensé que tout était exactement comme dans le jeu. Elle a dit avec un air mécontent qu'elle était tombée sur une personne bien impolie. Il a regardé autour de lui dans la boutique et s'est dit que ça se voyait tout de suite que ce magasin n'ouvrait que dans la seconde moitié du jeu. Le choix est impressionnant. Il lui a demandé combien de temps elle comptait prétendre être une vieille femme suspecte. Elle a été déconcertée par cette question et a demandé de quoi il pouvait bien parler. Elle ressemble à une vieille femme sous tous les angles, n'est-ce pas? Il a répondu qu'il voyait tous ses longues oreilles et le reste. La jeune elfe a retiré son déguisement et lui a demandé à voix haute comment il avait bien pu la démasquer. Selon les standards des elfes, elle est encore jeune. Ce n'est pas du tout une vieille femme. Il a demandé « Alors pourquoi t'habiller comme ça ?» Elle a répondu qu'elle pensait simplement que l'image d'une vieille femme convenait mieux à une boutique aussi étrange. Elle s'est mise à pleurer et a dit que d'habitude seuls des adultes venaient d'ici. Elle n'avait jamais vu d'enfants avant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comment t'appelles-tu? Tu viendras souvent à partir de maintenant, n'est-ce pas? Il lui a tendu la main, lui a dit son nom et qu'il était ravi de la rencontrer. Elle lui a serré la main et a dit qu'elle s'appelait Signia. Enchanté de le rencontrer. Il a acquiescé. Elle a commencé à l'examiner et a dit qu'il ressemblait à un enfant d'une famille riche ou noble. Était-il venu pour des armes? Il a confirmé en disant qu'il n'avait que très peu d'argent sur lui. Elle l'a regardé d'un air pensif et a demandé « Tu sais que c'est une boutique d'élite, n'est-ce pas? » Il a sorti 2 pièces avec un sourire et a dit que pour l'instant, il n'avait que 2 pièces d'or. C'est juste que je viens de quitter la maison hier, donc je suis encore en pleine préparation. Elle a soupiré et a dit qu'avec si peu d'argent, il ne pourrait rien lui acheter. Le protagoniste a compris à baisser la tête et a demandé s'il pouvait peut-être trouver un arrangement. Elle a eu une idée et a dit que s'il lui rendait un petit service, elle y réfléchirait. Il en fut heureux et répondit que de toute façon, il n'avait pas le choix. Elle lui a lancé une pièce et a dit que le marché était conclu. Elle venait juste de tomber à court de fleurs pour décorer sa boutique. Pourrait-il aller acheter des fleurs qui iraient bien avec sa boutique avec cet argent? Il est sorti en se disant qu'une telle quête n'existait certainement pas dans le jeu. Il s'est approché d'un étal de fleurs et a entendu une jeune fille à proximité demander si quelqu'un voulait acheter des fleurs. Une jeune fille aux oreilles de lapin vendait des fleurs. Mais un aventurier qui passait l'a bousculée avec son épaule et elle a fait tomber son seau de fleurs. Elle a commencé à les ramasser avec une expression triste sur le visage. Et il a écrasé les fleurs, l'a insultée d'un ton mécontent et lui a demandé si elle ne pouvait pas regarder où elle allait. « Regarde-moi ça. Tu as éraflé mon armure qui coûte une fortune, tu vas devoir me dédommager. Ça te coûtera 10 pièces d'or, mais ne t'en fais pas. Je vais te trouver un travail où tu pourras rembourser avec ton corps. » Elle était terrifiée par ces paroles. Le protagoniste s'est approché d'eux et a demandé « Tu demandes 10 pièces d'or pour réparer cette camelote. T'es complètement stupide ou tu le fais exprès. » L'aventurier indigné a saisi son épée et a demandé qui diable il était. « T'as envie de mourir. » Il l'a regardé calmement en se disant qu'il essayait d'intimider quelqu'un avec un simple équipement de départ. Ça ne fait que montrer son véritable niveau. Il a dit avec un sourire en coin qu'il lui retournait entièrement ses paroles. Il est devenu encore plus furieux, a tiré son épée de son fourreau et a demandé « Comment oses-tu me parler comme ça? Tu vas amèrement regretter de m'avoir mis en colère. » Il a frappé avec son épée, mais l'autre l'a esquivé facilement et a dit qu'il faudrait être complètement stupide pour se faire toucher par un coup aussi large. L'aventurier, encore plus enragé par cela, lui sauta dessus et s'écria que c'en était assez. Il n'allait plus se retenir. Il allait le couper en 2. Il esquiva alors facilement son coup et contre-attaqua d'un coup de poing à l'estomac. Immédiatement après, il frappa de nouveau avec force et son armure vola en éclats. Les villageois qui virent cela s'approchèrent de lui et lui dirent joyeusement qu'il était doué. Ils étaient très contents de ce qu'il avait fait. Jin ramassa les fleurs sur le sol, les tendit à la jeune fille et elle le remercia d'un air confus. Il désigna le bouquet et demanda « Au fait, combien valent ces fleurs? » Elle voulut annoncer le prix de 3 pièces de cuivre, mais changea d'avis et dit que cela valait 1 pièce de cuivre. Il lui tendit la pièce et dit qu'alors il prendrait tout. Elle fut très surprise en voyant l'argent qu'il lui donnait et dit que c'était encore beaucoup trop. Un oiseau blanc observait depuis le côté. Il dit que tout allait bien, que ce soit 1 pièce d'argent. Après cela, il retourna à la boutique et dit qu'en gros, il avait apporté les fleurs. Sia avait le même oiseau sur son doigt et elle dit qu'il avait fini étonnamment vite.
Avait-il vraiment trouvé les fleurs qui convenaient à sa boutique? Il répondit que c'était à elle de décider si ces fleurs étaient adaptées ou non. Elle acquiesça et demanda où étaient exactement les fleurs. Il lui demanda d'attendre sorti un bouquet de son sous-espace et dit qu'il l'avait trouvé. Il le lui tendit et demanda si ces fleurs lui conviendraient. Elle fut très surprise par cela et lui demanda s'il avait une compétence de stockage. Il acquiesça et demanda si tout le monde n'avait pas cette compétence. Elle demanda d'un ton surpris. Pourquoi pensait-il qu'un marchand vendrait son âme pour une telle compétence? Il pouvait oublier ça. On peut considérer qu'il a réussi le test. Elle vérifiait juste si on pouvait lui faire confiance et s'en excusa. Il pensa avec une expression joyeuse que c'était génial. Maintenant, il n'aurait plus de problème d'équipement. Elle se dirigea vers la réserve et dit qu'elle allait lui trouver quelque chose d'adapté et qu'il devait donc attendre un peu. Le protagoniste accepta et pensa que dans le jeu, cette boutique n'était accessible que dans la seconde moitié de l'aventure, il devait donc s'attendre à quelque chose de valable. Cependant, en dehors de cela, d'autres événements qui n'étaient pas dans le jeu se produisaient. Il ne devait pas baisser sa garde. Il devait agir avec plus de prudence. C'est alors qu'elle revint et dit qu'elle venait de trouver quelque chose qui convenait. Elle lui apporta un ensemble d'équipements qu'il enfila et dit avec surprise que c'était cool. Elle tenait une massue à la main et dit qu'elle était faite de peau d'homme-lézard. Ces monstres sont classés comme une espèce noble de dragon. Elle brandit la massue et lui dit de ne pas être surpris. Elle frappa l'armure avec son gourdin et dit que comme il pouvait le voir, elle était très résistante mais assez légère. Elle avait aussi une épée à une main et une dague. Il n'avait pas l'intention de combattre des monstres à main nue, n'est-ce pas? Il acquiesça et demanda « Vous êtes sûr ?» Il avait clairement indiqué son budget. Elle sourit et dit que tout allait bien. Il semblait être un futur client régulier, alors elle lui ferait une réduction. Elle n'en avait peut-être pas l'air, mais elle s'y connaissait en matière de gens. Il sortit 2 pièces et dit que c'était un peu gênant, mais qu'il n'avait vraiment pas grand-chose, donc il n'y avait aucune raison de refuser. Il rembourserait certainement cette dette un jour. Elle prit une pièce, le traita d'idiot, et dit qu'une pièce d'or était plus que suffisante. Il fut très surpris par cela et dit à voix haute que peu importe comment on voyait les choses, c'était clairement trop. Cynthia dit qu'elle était aussi contente d'avoir réussi à vendre la marchandise qui traînait dans l'entrepôt. Maintenant, ils étaient quittes. Le protagoniste la remercia et elle lui demanda comment il la trouvait, si la taille convenait. Il dit que c'était un peu grand, mais qu'il s'habituerait rapidement à cette taille. Il l'utiliserait avec gratitude. Elle dit qu'il n'y avait pas besoin de la remercier. Voulait-il regarder autre chose? Elle l'appréciait bien, alors maintenant, elle pouvait lui vendre quelque chose à bas prix. Il demanda si c'était vraiment normal. Après tout, ils ne s'étaient rencontrés qu'aujourd'hui, et elle en faisait tant pour lui. Elle répondit que tout allait bien. Après tout, c'était de sa boutique. Son intuition lui disait que ça valait la peine d'investir en lui. Il pensa qu'à l'époque du jeu, de tels bonus se produisaient aussi de temps en temps. Cela arrivait généralement après que le joueur ait accompli quelque chose. Il se souvint de ce qui s'était passé dans la rue et se demanda si c'était la raison. Il dit que puisqu'elle le proposait, il allait accepter son offre. Il commença à regarder autour de lui et pensa que même en y réfléchissant longtemps, ça ne servait à rien. Cet endroit ressemblait à un jeu, mais ce n'était pas un monde de jeu. Si tout avait été comme dans un jeu, il n'aurait même pas pu sortir de cette maison pour commencer. Quelque chose attira son attention. Il l'appela et demanda ce que c'était. Elle vit la bouteille qu'il regardait et dit que c'était un médicament restaurant le mana sous forme de bonbons. Il regarda l'objet avec surprise et pensa qu'il s'agissait donc de bonbons de mana. C'était l'objet de récupération le plus puissant qui n'apparaît qu'à la toute fin du jeu. Grâce à son effet de récupération progressive, c'est l'objet le plus important dans les combats de magique. Il demanda « Au fait, combien ça coûte ?» Sia réfléchit un instant et répondit qu'un lot de 10 pièces coûtait une pièce d'argent. Il fut choqué par cette nouvelle et elle lui demanda si c'était vraiment si surprenant. Elles sont faites maison. C'était son passe-temps, alors elle ne peut pas mettre un prix élevé. June demanda combien coûteraient tous ces bonbons. Très surprise par sa question, elle lui demanda s'il comptait tous les acheter d'un coup. Il y avait exactement 100 pièces sur le comptoir. Elle était prête à tout lui laisser pour la moitié du prix. Il accepta immédiatement de tout acheter, pensant que les stats étaient les mêmes que dans le jeu. Désormais, la magie pouvait être utilisée de manière quasi continue. Quelle merveille qu'il ait décidé de venir ici. Elle dit qu'elle le croyait pourtant si sérieux. Pourtant, le voilà tout heureux avec de simples bonbons. C'est vraiment quelqu'un d'étrange. Il se tourna vers elle et dit que bien sûr il aimait les sucreries, mais que c'était l'effet de celle-ci qu'il appréciait le plus. Elle le demanda « Vous parlez de la restauration progressive de mana, c'est bien ça. Pourtant, les élixirs ordinaires en restaurent beaucoup plus. » Il répondit qu'un grand volume de récupération était bien sûr une bonne chose. Cependant, les sucettes sont bien plus efficaces. Elle le regarda perplexe et demanda « Vraiment ?» Il posa le bocal de sucettes sur la table et dit qu'il allait lui expliquer brièvement. Quand on utilise la magie dans la plupart des cas, ce sont des sorts simples qui consomment peu de mana, n'est-ce pas? Sia acquiesça et ajouta que les sorts puissants n'étaient généralement pas utilisés si souvent.
Il expliqua que pour restaurer cette petite quantité, il était plus simple de manger des sucettes en continu que de boire un élixir à chaque fois. Comme ça, on ne perd pas de temps à ouvrir des fioles et on peut continuer le combat magique. Elle dit un peu surprise qu'elle comprenait maintenant la logique. Cependant, vous n'avez pas besoin des 100 pièces tout de suite si... Il répondit que dans tous les cas, il valait mieux être préparé à toute éventualité. Ainsi, dans un vrai combat, elle serait certainement plus utile que des élixirs. Il reviendrait pour ça. Alors il lui demanda de fabriquer plus de ces sucettes. Elle accepta avec joie, disant que grâce à son achat, elle pourrait continuer son passe-temps. « Avez-vous besoin d'autre chose? » Il s'excusa et expliqua que ce qu'il voulait était trop cher pour lui pour l'instant même avec une grosse réduction. L'armure l'épée et ses sucettes lui suffiraient pour aujourd'hui. Maintenant qu'il pouvait travailler à plein temps comme aventurier, il achèterait plus la prochaine fois. Elle fit remarquer qu'à cause de son air sérieux, on en oublierait presque qu'il était un aventurier débutant. Il acquiesça disant qu'il était encore un parfait novice et qu'il venait tout juste de s'inscrire. Elle dit avec un sourire que c'était la première fois qu'elle faisait de telles faveurs à quelqu'un qui venait de rejoindre la guilde. Cependant, il semblait qu'il allait rapidement rattraper les meilleurs d'entre les meilleurs. Il lui demanda si c'était son intuition qui le lui disait. Elle confirma, ajoutant que celle-ci ne la trompait presque jamais. Après ça, le protagoniste quitta sa boutique et ils se firent un signe d'adieu. Il marchait dans la rue quand un aventurier surgit d'une ruelle sombre et s'écria qu'il l'avait enfin trouvé. « Tu m'as vraiment humilié la dernière fois et pour ça je vais te tuer. » Il tenta immédiatement de l'attaquer, mais notre héros esquiva et dit que comme il pouvait le voir, il avait un peu changé d'équipement. Son agresseur le regarda avec une expression furieuse et hurla qu'il allait lui trancher sa tête d'insolent. Le héros le regarda calmement et pensa que c'était l'occasion parfaite de tester l'effet des bonbons à Mana. Il eut un sourire en coin et dit « Très bien, je vais jouer un peu avec toi. » L'autre tenta à nouveau de le frapper avec son épée sans succès et cria que ses esquives ne l'aideraient pas. Le héros dégaina calmement sa nouvelle épée et utilisa les compétences amélioration magique, maîtrise de l'épée magie du feu et bénédiction du dieu de l'épée. Il pensa surpris « C'est incroyable. Le mana se restaure instantanément. » L'aventurier le regarda avec un sourire mauvais et cria d'arrêter de sauter partout. Il bondit vers lui et abattit son épée pour l'attaquer. Mais le protagoniste fut plus rapide, balança son épée et projeta sur lui une puissante flamme magique. Sous le choc, son armure tomba en morceaux. L'homme commença à brûler tandis que le héros s'avançait calmement en disant qu'après tout l'équipement était très important. Il éteignit le feu et hurla qu'il ne lui pardonnerait pas. Il tenta de l'attraper, mais le héros esquiva facilement et le frappa à l'estomac avec le pommeau de son épée. L'agresseur tomba au sol inconscient. Le héros regarda son épée et pensa que les sucettes et l'arme avaient dépassé toutes ses attentes. Il était très reconnaissant envers Cynthia. Son estomac se mit à gargouiller. Il rangea son épée et se dit qu'au fait, il n'avait toujours rien mangé. De plus, il n'avait pas encore choisi d'auberge où s'installer. Puisque c'est comme ça, il devait choisir un endroit avec de la bonne nourriture. Il se souvint que le jeu mentionnait quelques tavernes, mais peu étaient abordables et suffisamment d'équipées. De la bonne nourriture et une douche, ce serait parfait. Il n'y a qu'un seul endroit qui remplit toutes ces conditions, la taverne du Dragon de Feu. Cependant, il y a un hic. Si le personnage est le même que dans le jeu, il est entré dans la taverne, a salué bruyamment et a demandé s'il y avait quelqu'un. Il a sursauté de peur quand l'homme lui a dit d'une voix forte de se taire. Il l'entendait très bien sans qu'il ait besoin de crier. Il s'est approché de lui et lui a demandé d'un air sérieux ce qu'il voulait. Jin l'a regardé en se disant qu'en vrai, il était bien plus impressionnant que dans un simple jeu. Il s'est mis à rire, ce qui a énervé l'homme encore plus, et ce dernier lui a dit d'un ton sec de ne pas rire comme ça en le regardant. Il s'est excusé et a répondu qu'on lui avait dit que tout dans cette taverne était de première qualité. La décoration et la nourriture, mais que le seul inconvénient, c'était le propriétaire avec sa tête qui fait peur. L'autre a claqué la langue de mécontentement et a dit qu'il n'aurait pas dû tout dire si vite. Comptait-il vivre ici ou juste venir manger? S'il était juste là pour traîner, il le mettrait dehors en moins de 2. Jin a demandé s'il comptait rester quelques jours et s'il y avait une chambre de libre. Le tavernier a répondu qu'à son grand regret, tout était vide ici et qu'il pouvait donc choisir n'importe quelle chambre. Le protagoniste a dit qu'alors il choisirait la chambre du coin pour 10 jours. L'autre a accepté et lui a dit qu'il pouvait s'installer au 2e étage. Et pour la nourriture, Jin a répondu qu'il voudrait le petit déjeuner et le dîner. Le tavernier a précisé que pour le dîner de ce soir, il y aurait du ragoût de filet de sanglier. Il pourrait en manger autant qu'il voulait. Jin a été surpris par ce qu'il venait d'entendre et s'est dit qu'il comprenait que si ce monde était identique au jeu, alors la nourriture l'était aussi. Il devait absolument goûter ce filet. Il a donc dit d'un air sérieux que bien sûr il en prendrait et a demandé qu'on lui en serve s'il en restait. Le tavernier l'a accepté et lui a dit que dès qu'il aurait faim, il n'avait qu'à descendre dans la salle à manger. Plus tard, il est descendu dans la salle à manger regardant le plat avec une expression très heureuse sur le visage et l'aubergiste lui a demandé « Vous attendiez. Le voilà. » Le plat signature du Dragon de Feu, un ragoût de filet de sanglier. Le protagoniste a commencé à couper la viande en disant qu'il voulait commencer par ça.
Il en a mangé un morceau et avec une expression ravie, il s'est dit que c'était 100 fois meilleur que ce qu'il avait imaginé. Il a commencé à boire et a commenté que l'hydromel était très doux. Ça se mariait parfaitement avec le plat. L'aubergiste a expliqué qu'ici, ils ajoutaient des épices à leur hydromel et le buvaient en guise de remède. Il avait l'air un peu fatigué. Pour un garçon comme lui, c'est exactement ce qu'il faut, n'est-ce pas? Gin l'a traité de chauve et a dit qu'il ne devrait pas l'appeler comme ça. Il dit toujours n'importe quoi, cependant qu'il était quand même reconnaissant. Il était content d'avoir choisi son auberge même s'il devait y dépenser tout son argent. L'autre a répondu un peu gêné que ça lui faisait plaisir à entendre. Gin a ajouté que quand un homme aussi sévère et chauve commence à être gêné, ça fait vraiment peur à voir. L'aubergiste s'est fâché et lui a crié de la fermer. Ça ne sert à rien de parler des choses qui mettent les gens mal à l'aise. Le jeune homme a ri, puis l'aubergiste s'est calmé et lui a demandé « Tu as des problèmes d'argent, n'est-ce pas? » Il avait payé pour 10 jours d'avance, alors il avait pensé que c'était un aventurier fortuné. Gin a avalé un morceau de viande et a répondu que le logement pour un aventurier est une affaire importante. On ne peut pas être radin là-dessus. Il lui semblait qu'il n'y avait pas de meilleur endroit à la trouver. Alors il a décidé de choisir sa base tout de suite. Il a fini de manger, a demandé à être resservi et a ajouté « D'ailleurs, sans cette auberge, je n'aurais jamais goûté ce plat pas vrai. » L'aubergiste a dit que si tout lui convenait, alors il n'avait plus rien à dire. « Tu es un aventurier, n'est-ce pas? Ton équipement est excellent et tu as l'air sûr de tes capacités. Peut-être qu'il pourrait lui confier une petite mission. » Gin, l'air un peu inquiet, a répondu que tout dépendait de la mission en question. Il ne voulait pas trop attirer l'attention. L'idée de se retrouver dans un pétrin et de retourner sur la voie des ténèbres ne lui plaisait pas du tout. L'aubergiste a posé une assiette de nourriture devant lui et lui a dit de se calmer. Il n'allait pas lui demander quelque chose de surnaturel. Il voulait juste qu'il tue un animal. Dernièrement, il y a très peu de viande de sanglier sur le marché. Les réserves s'épuisent. Il était sur le point d'envoyer une requête à la guilde. Il s'est dit que chasser des sangliers, ce n'est pas si difficile et qu'en plus, ça n'attirerait pas l'attention. Il a demandé s'il pouvait vraiment s'en charger. Ça arrangeait bien Gin. Il a donc fini par accepter et ils ont conclu leur marché. Le lendemain matin, le protagoniste a quitté la ville en se disant que s'il s'éloignait autant de la capitale, il ne devait pas se faire remarquer. Les habitats des sangliers devraient se trouver un peu plus loin dans la forêt. Il a continué à marcher dans la forêt en pensant que dans le jeu, ce n'était qu'une image. Quel monde magnifique, mais ce n'était pas le moment de se reposer. Même si ça ne passe pas par la guilde, c'est sa première mission. Il faut que tout soit fait correctement. Il a pris une grande inspiration et a utilisé la compétence de recherche de Mana. Il a trouvé plusieurs sangliers au même endroit. Il a couru vers eux en pensant qu'il avait de la chance qu'ils soient si proches. Il a utilisé les compétences amélioration magique et magie du vent. Et quand il s'est assez approché, il a créé un cercle magique visant ses bêtes. Avec sa magie, il a décapité plusieurs sangliers qui n'ont même pas eu le temps de réagir. Il a mis les corps des bêtes dans son sous-espace et a annoncé que la mission était terminée. Heureusement, il a réussi à finir alors que le soleil était encore haut. Il s'est retourné et a remarqué un ours énorme qui courait vers lui en grognant bruyamment. Le monstre l'a attaqué avec sa patte. Le protagoniste a bloqué le coup avec sa main et a reconnu un ours cramoisi. Il s'est détendu trop tôt. Était-ce vraiment le sang qui l'avait attiré? Il a levé son épée au-dessus de sa tête et a déclaré à voix haute qu'il n'avait pas le choix. Il allait le tuer ici et maintenant. Il était sur le point d'attaquer, mais un autre ours s'est approché de lui par derrière le forçant à parer son assaut. Il les a regardés avec un sourire un peu nerveux et s'est dit qu'il semblait avoir des ennuis. Étonnamment, il y en avait toute une paire ici. Les chasser n'est pas si difficile, mais comment dire? Il se sentait mal à l'aise. Il a esquivé les attaques des monstres en utilisant sa maîtrise de l'épée et les compétences de bénédiction du dieu de l'épée et s'est dit que c'était dommage, bien sûr, mais que ce monde, bien qu'il ressemble à un jeu, est la réalité et que tout le monde ici est vivant. S'il les laissait s'échapper quelqu'un d'autre, pourrait devenir leur victime. Il a frappé avec une vitesse incroyable et a tranché la tête des deux ours. Après cela, il a regardé sur le côté et a remarqué plusieurs oursons qui le regardaient depuis la forêt. Ils se sont approchés des ours abattus et ont commencé à pousser des cris plaintifs, ce qui l'a rendu très triste. Plus tard, assis près du feu, il faisait cuire de la viande en pensant que lorsqu'il avait tué le petit dragon, il n'avait pas eu le temps de réfléchir. Cependant, maintenant, il comprend qu'il a pris la vie d'une créature vivante, même si c'était un monstre. Le souffle d'une bête, la chaleur du sang, tout cela est complètement différent des jeux. Ici, chacun se bat pour sa propre existence. Il a décidé de la manger en signe de respect, mais s'il se contentait de la faire griller, l'odeur serait insupportable. Il demandera au dragon de feu de la taverne de cuisiner le reste correctement. Finalement, il a quand même laissé partir les oursons. Il ne pense pas que cela fera soudainement de lui un méchant. Cependant, s'il meurt pour une autre raison, ce sera la fin. Il n'y a pas de bouton « Continuer » pour lui ici. Dans la vie, tout est beaucoup plus compliqué que dans un jeu. Le bruit d'une armure a attiré son attention et il a regardé dans la direction d'où venait le son. Elsa a dit que c'était le même novice. Il mange de la viande d'ours cramoisie, pas vrai, elle adore leur viande.
Pourrait-il lui en offrir un morceau? Il l'appela par son nom et lui demanda si les hommes lapins étaient végétariens. Elle lui a demandé s'il ne savait donc pas qu'il mangeait aussi de la viande. En d'autres termes, c'était une vraie prédatrice. Elle s'est assise à côté de lui et a dit que s'il faisait rôtir la viande d'ours écarlate avec des herbes spéciales, l'odeur disparaîtrait. Ils ont fait rôtir la viande et Jin a été très surpris que ça marche. Il s'est dit que les méthodes de cuisson de l'ours écarlate et le fait que les hommes bêtes mangeaient de la viande étaient des choses qu'il n'aurait pas apprises en jouant simplement au jeu. Se fier uniquement aux connaissances du jeu ne garantirait pas sa survie à l'avenir. Elle l'a regardé et lui a demandé pourquoi il avait l'air d'un enfant perdu. Il a été un peu troublé par cela et a demandé si son visage avait vraiment l'air si triste. Par exemple, elle devrait imaginer qu'il existait un parchemin qui contenait toutes les lois du monde. Avec lui, on pourrait devenir fabuleusement riche ou un héros dès qu'on le souhaiterait. Comment vivrait-elle sa vie si elle avait un tel parchemin? Elle a répondu d'un air songeur que c'était une question plutôt intéressante. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir d'intéressant dans une vie dictée par de quelconques lois du monde? Ce qu'elle trouvait drôle la concernait personnellement. Il possède ce parchemin ou quelque chose de très similaire, n'est-ce pas? Elle venait de voir à quel point il luttait avec ça, et c'est ce qui la faisait rire. Il pensa que cette femme, bien qu'agissant de manière frivole, n'était clairement pas n'importe qui. Il a répondu qu'il ne savait même pas que ce n'était qu'une supposition. Elsa a ri et a dit qu'il pouvait s'entendre là-dessus. Comme elle l'avait déjà dit, même si une telle chose existait, elle n'en avait absolument pas besoin. Cependant, il ne devrait même pas penser à en parler à qui que ce soit d'autre. Il comprend pourquoi pas vrai. Il a acquiescé et elle a dit que c'était parfait et qu'il devait alors écouter sa réponse. Il lui a demandé de la lui donner. Elle a de nouveau ri et a dit qu'il était vraiment mignon. Elle pourrait le manger tout cru. Si l'on parle du parchemin des lois du monde, alors à son avis, c'était un parchemin maudit. C'est une malédiction qui prive un aventurier de sa curiosité. Même si ce parchemin enregistre toutes les statistiques de l'ours écarlate, il ne connaîtra pas le goût de sa viande tant qu'il ne l'aura pas goûté lui-même. N'est-ce pas? Donc c'est une malédiction qui lui fait croire qu'il comprend tout simplement en regardant les chiffres. S'il se limite à ce genre de connaissances, c'est un piètre aventurier. La viande d'ours ne peut-elle pas être utilisée pour autre chose? Par exemple, ne peut-on pas attirer des monstres en la mélangeant avec certaines herbes? Un grand dragon vola vers eux, et elle leur demandait « N'est-ce pas ce genre de curiosité qui allume une flamme dans le cœur des aventuriers? Il n'a qu'à s'asseoir et regarder. C'est ma proie. Ce monstre est trop rapide. Elle avait déjà eu des problèmes avec ça. La viande d'ours écarlate aux herbes est le mets favori des wyverns modèles. Quelle chance elle a! Il la regarda et pensa qu'une méthode pour attirer les monstres avec l'odeur de la viande rôtie, ça ne s'apprend pas uniquement avec les connaissances du jeu. Perdre sa curiosité est une véritable malédiction. Elsa dégaina son épée et regarda le monstre qui volait vers elle dans un grand rugissement. Elle bondit agilement à côté du monstre et lui asséna un coup d'épée puissant dans le cou. Elle atterrit et commença à s'éloigner, mais le monstre se releva après son attaque. En le remarquant, elle se retourna brusquement Tikwa et dit qu'elle n'avait pas frappé assez profondément. Le protagoniste courut vers le monstre et utilisa les compétences maîtrise de l'épée et bénédiction du dieu de l'épée. Il sauta haut dans les airs, poussa un grand cri et asséna un puissant coup d'épée. Il atterrit après l'attaque et elle le félicita disant qu'il l'avait sauvé. Il se tourna vers elle et dit qu'il voulait juste voir si son épée fonctionnerait contre la wyvern, par simple curiosité. D'ailleurs, elle aurait pu s'en charger toute seule, n'est-ce pas? Il pensa qu'il avait encore beaucoup à apprendre sur ce monde. Des imprévus arrivent tout le temps et sa seule force ne suffirait pas à éviter la mauvaise fin. On ne peut pas se fier uniquement à ce qu'on sait du jeu. Il utilisera chaque rencontre ou événement inattendu comme une chance de survivre. Elle s'approcha de lui et lui dit qu'il avait une toute autre perspective maintenant. Il se débrouillait bien. Il semblerait qu'il ait tout compris, n'est-ce pas? Les aventuriers ne sont que des concentrés de curiosité insatiables. Ils choisissent leur propre chemin et sont responsables de toutes les conséquences. Elle l'embrassa sur la joue et lui dit de ne pas l'oublier. C'est une récompense pour son aide. Après un moment, il regarda vers la ville et dit qu'il était temps pour lui de rentrer. Il devait faire son rapport sur l'accomplissement de sa première commande. Il retourna à l'auberge Ricardo et annonça qu'il était de retour. L'aubergiste le regarda et lui dit qu'un peu plus tard, et il aurait manqué le dîner. Il soupira de soulagement puis se pencha vers lui et lui demanda s'il lui était arrivé quelque chose. Il avait soudain l'air d'un véritable aventurier. Il nia et répondit que rien de tel ne s'était produit. Il valait mieux qu'il discute de la commande. Il s'avança et dit qu'il y avait pas mal de butin, alors il allait emprunter son entrepôt. L'aubergiste fut très surpris et demanda à voix haute « C'est de la magie de stockage ». Le protagoniste répondit « D'ailleurs, le temps est figé à l'intérieur, donc tout reste frais. » Il le regarda l'air confus et lui demanda pourquoi il vivait dans la pauvreté s'il avait une compétence aussi rare. Il rit et dit qu'il y avait de nombreuses raisons. Il regarda les carcasses de sangliers et ajouta que cependant, en y regardant de plus près, toutes les carcasses étaient dépecées à la perfection.
Il expliqua que c'était parce qu'il les avait tués d'un seul coup de magie du vent. Certains ne semblaient même pas avoir réalisé qu'ils étaient morts. L'aubergiste demanda d'un ton surpris. Il les a tués avec un seul sort. Pour un mage de haut niveau, c'est normal, mais un débutant en est clairement incapable. Qu'est-ce qu'il avait bien pu faire avant ça? Le protagoniste rit et dit que questionner les aventuriers sur leurs affaires personnelles était de mauvais goût. Il lui tendit un sac d'argent et dit que dans tous les cas, la tâche était accomplie. Il le remercia. Le protagoniste le remercia aussi et pensa que dans tous les sens du terme, c'était une commande difficile. Il ajouta qu'il avait failli oublier quelque chose. L'autre lui demanda s'il cachait d'autres surprises. Il sortit un morceau de viande de son sous-espace et dit qu'il voulait discuter du dîner. Pourrait-on préparer quelque chose d'intéressant avec cette viande? L'aubergiste la regarda avec surprise et demanda « C'est vraiment de la viande d'ours écarlate. » June expliqua qu'il avait essayé de la faire frire pendant la journée, mais l'odeur était si mauvaise. Finalement, il avait dû demander de l'aide à une amatrice de viande. L'aubergiste demanda avec surprise « Il parle d'Elsa. » Le protagoniste confirma et demanda « Comment avez-vous deviné? » L'aubergiste s'exclama « Comment ça, vous avez mangé son fameux ragoût aux herbes? C'était délicieux, n'est-ce pas? Vous avez vraiment de la chance. » Il l'enviait tellement. Les Hares sont des experts en toutes sortes d'herbes et elle a une connaissance incommensurable en la matière. On dit que même si elle a l'air frivole, c'est en réalité une véritable experte. Il prit le morceau de viande et dit au protagoniste d'attendre ici. Il allait lui préparer un plat qui rivaliserait même avec la cuisine d'Elsa. Il alla en cuisine et prépara le plat signature de la taverne, le dragon de feu de l'ours écarlate au vin rouge. Le protagoniste regarda le plat avec une expression très heureuse et dit qu'il n'aurait jamais deviné à sa tête qu'il était capable d'une cuisine aussi raffinée. Cette blague le mit en colère et il lui cria de la fermer. Il goûta un morceau de viande et le visage rayonnant de bonheur pensa que c'était délicieux. Était-ce vraiment cette viande puante d'ours écarlate? Ricardo apporta une bouteille et dit que son meilleur vin de fruits s'accorderait parfaitement avec un tel mets. Il allait aussi se joindre au repas. Ils s'assirent à la même table, commencèrent à manger et discutèrent de choses et d'autres. Au même moment, dans le bâtiment de la Guilde Fina, le visage radieux interpella Elsa et la félicita pour sa chasse à la wyverne réussie. Elle était comme toujours au sommet de sa forme. C'était incroyable qu'elle ait réussi toute seule. Elle s'est approchée d'elle en riant et lui a dit qu'elle était tombée sur un vrai porte-bonheur aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce qu'elle avait déjà reçu l'autorisation d'enregistrer un partenaire? Elle a acquiescé disant que c'était arrivé l'autre jour. Elle lui a ensuite demandé si elle s'était enfin décidée à prendre un partenaire. Elle a détourné le regard, l'air un peu confuse, et a dit qu'elle préférait travailler seule. En fait, elle lui posait la question à elle. Elle a le pressentiment qu'un beau prince viendra bientôt la chercher. Elle n'a qu'à mettre ça sur le compte de la curiosité d'une aventurière. Le lendemain matin, le protagoniste est venu au bâtiment de la guilde, s'est dirigé vers Fina et lui a souhaité le bonjour. Elle l'a salué et lui a demandé s'il venait pour une mission aujourd'hui. Il était là pour faire enregistrer un employé de la guilde comme partenaire. Il a acquiescé et s'est dit qu'enregistrer une employée de la guilde comme partenaire serait un avantage énorme. Sa partenaire, l'employé, aurait la priorité sur toutes ses commandes. En échange, la guilde prend une partie de la récompense de l'aventurier. C'est comme ça que le système fonctionne. Elle a dit que c'était tout à fait possible, mais elle n'avait jamais entendu parler de débutants qui enregistraient des partenaires. Il s'est dit que dans le monde du jeu, la guilde elle-même recrutait les aventuriers quand ils commençaient à progresser. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Il avait assez d'argent et il était confiant en ses capacités. Il s'est dit que pour survivre, il devrait tracer sa propre voie. Il a ajouté qu'il pensait pouvoir être très utile à la guilde. Elle a répondu d'un air songeur qu'elle le comprenait. S'il insistait tant que ça, alors il devrait désigner quelqu'un lui-même. Avait-il quelqu'un en tête avec qui il aimerait signer un contrat? Il s'est dit que c'était excellent. À ce stade, il pouvait déjà enregistrer un partenaire. Elle a précisé que si l'employé avait déjà un partenaire, elle lui en suggérerait un autre. Il l'a appelé par son nom et lui a demandé si elle avait déjà un contrat de partenariat avec quelqu'un. Fina a répondu qu'elle n'en avait pas encore. Ce n'est que tout récemment que l'autorisation de signer des contrats était enfin arrivée. À sa grande surprise, le protagoniste a dit qu'il aimerait la choisir elle. Après tout, elle l'aidait depuis son inscription. C'est pourquoi il voulait la choisir. Gênée, elle a répondu que si elle lui convenait, alors elle n'y voyait aucune objection. Dans ce cas, elle allait tout préparer immédiatement. Il devait attendre un peu. Il a accepté pensant que maintenant on lui donnerait des tâches qu'il n'aurait certainement jamais reçues avant. Pour survivre, il devait au moins améliorer un peu son niveau de vie. Un aventurier s'est approché de lui par derrière et lui a demandé s'il avait mal entendu. Il comptait signer un contrat de partenariat avec Fina. Il s'est tourné vers lui à confirmer et a demandé si quelque chose n'allait pas. L'autre l'a regardé avec mépris et lui a demandé s'il était sérieux. C'est exactement pour ça qu'il déteste les débutants. Il ferait mieux de l'écouter. S'il rate la mission, ça la compromettra elle aussi. Elle est juste gentille. C'est pour ça qu'elle aide les gamins dans son genre.
Ça le rend fou ceux qui se prennent pour des aventuriers sans connaître leur propre valeur. Jin a demandé d'un ton mécontent ce qu'il voulait dire par là. L'autre a répondu avec un sourire narquois qu'il voulait dire que les enfants ne devraient pas rêver. Il ferait mieux de rentrer chez lui pour y jouer au héros. Il a balancé son poing en criant qu'il la convoitait depuis longtemps lui aussi. Il a facilement esquivé son coup, lui a fait un croche-pied et l'aventurier a commencé à tomber l'air complètement perdu. Il a heurté le sol, a commencé à se relever en riant et a dit qu'il n'était pas mauvais. Jin s'est planté à côté de lui et a dit d'un ton sérieux que seule Fina s'était inquiétée pour lui quand il est arrivé ici pour la première fois. Il savait parfaitement à quel point elle était gentille. Jamais s'il ne ferait pleurer une personne aussi dévouée aux aventuriers. Il la rendrait heureuse, c'était une certitude. L'aventurier a dit qu'il comprenait et que maintenant il ferait mieux de se retourner. Il s'est retourné et a été très embarrassé en remarquant Elsa qui avait amené Fina juste à côté de lui. Elle a regardé Fina et a dit qu'il avait promis de la rendre heureuse. N'est-ce pas merveilleux? Fina, très mal à l'aise, a répondu que tout était prêt. Après ça, ils ont tous les deux posé leurs mains sur le livre qui émettait une vive lumière et le protagoniste s'est dit que le contrat de partenariat qu'il venait de conclure avait encore été officialisé d'une manière qui lui était inconnue. Tous les deux ont juré de s'entraider en tant que partenaires. Le protagoniste s'est dit que dans le jeu, une simple notification se serait affichée pour confirmer la conclusion du contrat. Elle s'est tournée vers lui avec un sourire amical et a dit qu'elle se réjouissait de leur future collaboration. Il a hoché la tête et lui a rendu l'appareil. Elsa est entrée dans la pièce à tousser pour attirer leur attention et a dit qu'elle ne voulait pas les déranger. Fina s'est tournée vers lui et a dit d'un ton confus qu'Elsa ne les dérangeait pas du tout. Que se passe-t-il? Elle a montré les gens derrière elle et a dit qu'il y avait là des personnes qui n'attendaient qu'un prétexte pour boire. Ils attendaient avec impatience la fin de la cérémonie. Il fallait fêter ça. Après quoi, tout le monde est allé à la taverne et ils ont commencé à célébrer et à boire de l'alcool. Le protagoniste a appelé Fina et lui a dit qu'il voulait qu'elle sache quelque chose d'important à son sujet, et ce sans plus attendre. Elle a timidement accepté et il a ouvert la fenêtre du système pour elle en disant que c'était ses stats. Elle a regardé surprise et il s'est dit que son niveau avait augmenté grâce à la chasse aux sangliers et à ses ours écarlates. Apparemment, la compétence d'accélération de croissance avait fait son effet. Elle l'appela d'une voix surprise et lui demanda qui il était vraiment. Il répondit avec un sourire que jusqu'à récemment, il était le fils d'un noble. Cependant, il n'est plus maintenant qu'un ancien noble, une personne ordinaire. Elle rétorqua qu'une personne ordinaire ne pouvait pas avoir de telles caractéristiques. Même à en juger par son niveau, il était presque l'égal d'un aventurier de rang argent. Il se dit que rang argent, ou plutôt classe argent, à ce sujet, les évaluations sont à peu près les mêmes que dans les systèmes de jeu. Le système de rang de ce monde est divisé en 6 niveaux. Platine, or, argent, cuivre, fer et bois. Platine est le rang le plus élevé et il est encore au rang bois. Elle déclara avec une expression joyeuse que de toute façon, avec un tel niveau, il n'avait pas à s'inquiéter des ordres d'extermination. Avec de telles statistiques, on peut lui confier n'importe quelle mission. Elle devrait d'abord lui demander s'il a des faiblesses. Il y réfléchit et répondit que rien de spécial, mais qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience dans le combat contre les humains. Elle fit remarquer qu'après tout, il n'avait que 12 ans. Il demanda comment il pourrait s'entraîner à combattre des gens. Elle y réfléchit, puis il regarda l'aventurier assis à la table et lui demanda ce qu'il voulait. Il voulait que ce dernier lui donne une leçon de combat. Il ne l'avait pas encore remercié de l'avoir mis à terre tout à l'heure. Que dirais-tu d'un petit échauffement? Elle intervint immédiatement en disant que les duels à l'intérieur de la guilde sont interdits. Il répondit que c'était juste pour s'amuser. Ils allaient emprunter une salle à l'arrière pour un moment. Jin se dit que s'il n'y avait personne, il n'attirerait pas l'attention inutilement. L'autre se mit à rire et lui demanda s'il en était bien sûr. La prochaine fois, il ne s'en tirerait peut-être pas avec une simple chute. Le héros gloussa, posa l'épée sur son épaule et dit qu'après tout le maniement de l'épée, c'était sa spécialité. Ils entrèrent dans la pièce où ils se retrouvèrent seuls et l'aventurier lui dit que personne ne les verrait ici, alors il avait de la chance. Il ne se couvrirait pas de honte même en cas de défaite, ce petit salaud. Il lui tourna le dos et dit qu'il lui retournait ses propres mots. Il proposa avec un sourire narquois qu'il fasse 3 pas se retourne et commence le duel. Était-il d'accord? Il accepta. Ils commencèrent à s'éloigner, mais lorsque l'aventurier compta jusqu'à 2, il se retourna brusquement et frappa avec son épée. Le protagoniste réussit à bloquer son coup et dit d'un ton mécontent que c'était déloyal. L'autre déclara d'une voix forte et d'un air sérieux qu'il n'était pas mauvais. La première règle du combat contre des gens, c'est la ruse. Il commença à contre-attaquer, pensant qu'il ne pouvait pas perdre le jour même où il avait passé un contrat avec Fina. Il utilisa la compétence d'escrime et la bénédiction du dieu de l'épée. L'aventurier se mit à porter de nombreux coups rapides et s'exclama que c'était un bon coup. Ça lui avait même glacé le sang. Il a de bonnes compétences. Il choisit le bon moment, frappa et fit tomber l'épée de ses mains. Effrayé, il s'agenouilla, demanda pardon et admit qu'il avait eu tort. Il implorait sa pitié.
Le héros le regarda d'un air confus, se disant qu'il ne comprenait absolument pas ce qui n'allait pas chez lui, que c'était une vraie mauviette. L'aventurier claqua des doigts, avec un grand sourire, utilisa la compétence flash et dit que c'était une blague. Il se couvrit les yeux avec la main pensant qu'il utilisait aussi la magie. L'autre en rit et dit que personne n'avait prétendu qu'il n'utiliserait qu'une épée. La deuxième règle du combat contre les gens, c'est qu'il m'en est toujours. Il utilisa la résistance aux altérations d'état et pensa que ses yeux allaient bien. L'aventurier sortit alors sa carte et déclara que la troisième règle du combat contre les gens, c'est qu'il ne faut jamais baisser sa garde. En réalité, il est un aventurier de rang cuivre. Il utilisa les compétences d'amélioration magique et de bénédiction du dieu de la magie et demanda « Puisque c'est comme ça, je peux aussi me battre à pleine puissance, n'est-ce pas? » Il s'arrêta net en voyant Fauna derrière lui brandissant une poêle à frire avec une expression très en colère. Elle lui asséna un coup violent et il tomba au sol inconscient. Elle lui dit d'une voix forte et d'un ton mécontent qu'elle l'avait prévenu que les duels étaient interdits dans la guilde. Elsa s'approcha du héros et lui dit qu'il avait une bonne partenaire. Il pensa l'air un peu inquiet qu'il valait mieux ne jamais la mettre en colère. Quelque temps plus tard, Fauna lui demanda s'il comptait continuer à travailler seul. Il répondit qu'il aimerait trouver des partenaires car cela rendrait plus de missions disponibles. Et puis, n'est-ce pas le propre d'une aventure classique de s'améliorer ensemble, de rivaliser les uns avec les autres? Elle fit remarquer qu'il aimait visiblement ce genre de choses. Il acquiesça avec un sourire et dit qu'il aimait particulièrement les récits d'aventure. Après quoi, il quitta la ville se disant que sa mission était de chasser des orques. Obtenir des missions aussi chères avec si peu de risques. Après tout, les avantages d'un contrat de partenariat sont énormes. Leur terrain de chasse devrait bientôt commencer, mais quelque chose cloche. Il remarqua des pierres tachées de sang et se demanda « Est-ce que quelqu'un a combattu un orc ici ?» Elle répondit « Personne n'est venu par ici. C'est mauvais signe. L'odeur du sang pourrait attirer d'autres monstres. » Plusieurs monstres s'approchèrent de lui. Il s'est retourné et a dit qu'il était reconnaissant que ses cibles de chasse se présentent d'elles-mêmes, mais qu'il avait des affaires urgentes à régler, alors il allait en finir rapidement. Il a utilisé la magie du feu sur son épée. Il a rapidement couru vers deux monstres et leur a asséné de puissants coups. Il a utilisé la magie de stockage sur ces monstres, a rengainé son épée et a utilisé sa compétence de détection de mana. Grâce à ça, il a repéré plusieurs personnes qui couraient et s'est demandé « Ce sont des aventuriers ». On aurait dit qu'il fuyait quelque chose, mais il ne sentait aucun autre monstre dans les parages. Il a remarqué 3 monstres qui couraient vers quelqu'un et s'est demandé « C'est quoi ce mana? Quelqu'un se bat contre l'ours écarlate. » Ça craint. Le mana de l'aventurier s'affaiblit. Donc ce sang appartenait à un aventurier. Il fallait se dépêcher. Il a utilisé la magie du vent et s'est dit qu'elle devait tenir bon. Il arriverait à temps, c'était sûr. Il a couru à toute vitesse vers l'aventurière aux oreilles de chat qui regardait les monstres d'un air terrifié, se disant que c'était la fin pour elle. Un ours s'est précipité sur elle, l'a frappé de sa patte et a fait voler son épée de ses mains. Elle est tombée par terre et l'un des ours a posé sa patte sur son corps. Elle a hurlé de peur. Au dernier moment, Jin a accouru et a tué les 2 ours d'un seul coup fulgurant. Elle l'a regardé l'air surprise et il a dit avec un sourire joyeux qu'heureusement il était arrivé à temps. Il a pointé sa main vers les corps des monstres et a utilisé la magie de stockage. Ensuite, il s'est approché de l'aventurière, lui a tendu la main et lui a demandé si elle allait bien. Elle a acquiescé d'un ton confus. Il l'a aidée à se relever et lui a demandé si elle pouvait marcher. Elle ressentait une vive douleur et il lui a demandé pourquoi elle se battait seule ici. Elle a répondu que ses camarades l'avaient utilisée comme appât pour l'ours écarlate et que c'est en s'enfuyant qu'elle s'était égarée jusqu'ici. Il a pensé que c'étaient les mêmes aventuriers qu'il avait repérés avec sa recherche de mana. Il a dit l'air mécontent que c'était la plus grave violation du code de l'aventurier. Elle a confirmé et a dit qu'elle avait eu très peur. L'ours la pourchassait et quand elle a réalisé qu'elle était entrée en territoire orc, elle a cru que tout était fini. Il lui a dit de se calmer, qu'elle était en sécurité maintenant. Elle a acquiescé la remercier et a ajouté qu'il l'avait vraiment sauvée. Ils sont allés près d'un arbre et il a dit qu'ils devaient se reposer un peu et soigner leurs blessures. Il l'a assise près de l'arbre, a utilisé un objet sur sa blessure et lui a dit de ne pas bouger, que sa plaie guérirait bientôt. Elle s'est excusée de lui faire gaspiller un remède si cher. Il a répondu que ce n'était rien. Une elfe bienveillante le lui avait donné pour presque rien au cas où. Elle était surprise. Il a une amie elfe et il peut affronter des monstres si facilement. C'était quelqu'un de très mystérieux. Il s'est présenté, lui a tendu la main et a dit qu'il était flatté par de tels compliments. Elle lui a également tendu la main, l'a remercié et a dit qu'elle s'appelait Chloé. Ils se sont serré la main et le protagoniste a dit qu'ils allaient se reposer un peu avant de retourner à la guilde pour faire un rapport. Elle était d'accord et il a ajouté qu'il n'allait pas laisser ses aventuriers s'en tirer après l'avoir utilisé comme appât. Quelque temps plus tard, 3 aventuriers sont arrivés à la guilde et ont dit à Fauna qu'ils avaient déjà expliqué ça plusieurs fois. Chloé a pris peur et s'est enfuie toute seule. Ça leur a causé beaucoup de problèmes à eux aussi. Elle n'a aucun respect pour les aventuriers.
Ils se sont mis à rire avec des sourires narquois, mais à ce moment-là, elle s'est approchée d'eux et a demandé de qui ils parlaient. Très surpris, ils se sont tournés vers elle et lui ont demandé si elle avait survécu. Ils disaient juste où ils s'inquiétaient pour elle. L'un d'eux s'est approché et lui a demandé de ne rien dire d'inutile car ils allaient bientôt atteindre le rang de cuivre. Comprenait-elle qu'il la reprendrait dans le groupe? Alors elle devait agir en adulte. Le protagoniste s'est approché d'eux à interpeller Finn et a dit que ce groupe l'avait utilisé comme appât pour fuir l'ours écarlate. L'aventurier indigné lui a hurlé d'arrêter de dire des choses pareilles. Ils se sont approchés de lui et lui ont demandé depuis quand on pouvait affronter l'ours écarlate seul et survivre. Il n'avait pas réussi en groupe, alors comment diable une seule personne le pourrait? Avait-il des preuves? Il a sorti la tête de l'ours de son espace de stockage et a dit que la preuve était là. Elle a pris une poêle à frire sous le comptoir et a annoncé que leur licence d'aventurier allait être révoquée. Il lui serait interdit de se réinscrire pendant 1 an et il devrait effectuer 6 mois de travaux d'intérêt général pour la guilde. Il devrait également céder une partie des biens du groupe à Chloé et ce serait tout. L'un d'eux s'est retourné en poussant un cri de surprise et elle a demandé si c'était son dernier mot. Elle s'est mise à les frapper violemment avec la poêle, ce qui les a tous les deux surpris. Fina s'est approchée d'elle, s'est inclinée et s'est excusée, disant que le manque d'enquête de la guilde l'avait mise en danger. Chloé, confuse, lui a répondu qu'elle n'avait pas à s'excuser. C'était de sa faute, elle leur avait fait confiance simplement parce qu'ils se connaissaient. Ils ne savaient même pas ce qui lui serait arrivé s'il n'était pas intervenu. Jin lui a dit de ne pas y penser, qu'il ne faisait qu'exécuter un ordre. Il l'a interpellé et lui a demandé s'il pouvait faire son rapport de quête. Étonnée, elle lui a demandé s'il avait réussi à accomplir la mission tout en sauvant l'homme. Il a sorti les corps des monstres tués de son espace de stockage et a dit que la tâche n'était pas particulièrement difficile et que l'ours écarlate était un bonus. Les employés de la guilde ont commencé à mesurer les corps des monstres et Chloé a demandé tout bas « Est-ce que sa force est déjà supérieure au rang argent? » Fina a répondu qu'il était difficile de l'affirmer, mais que c'était certainement au-dessus du rang argent. S'il avait de bons partenaires, il atteindrait rapidement un rang élevé. Elle a demandé l'air surprise s'il s'était déjà fait des amis. Il s'est tourné vers elle et a dit qu'il ne pouvait pas aller loin tout seul. Après tout, l'essence même de l'aventure, c'est de progresser avec ses camarades, n'est-ce pas? Elle a joyeusement acquiescé, disant qu'elle l'avait toujours pensé aussi. Depuis son enfance, en lisant des récits d'aventure, elle rêvait de partir un jour elle-même pour un tel voyage. Le protagoniste a alors demandé « Alors peut-être qu'on pourrait partir pour une aventure amusante ensemble ». Elle a été surprise par cette proposition et Fina a ajouté qu'à en juger par son profil, elle serait parfaite pour lui. Il a dit que puisqu'elle s'en portait garante, il ne voyait aucun problème. Chloé, un peu confuse, a demandé s'il en était absolument certain. Elle s'apprêtait à dire autre chose, mais il a affirmé que c'était d'elle qu'il avait besoin. Ils se sont serré la main, le visage joyeux, marquant la formation d'une nouvelle équipe. Elle l'a interpellé et lui a demandé si ça le dérangeait qu'elle soit à l'avant-garde. Il lui a demandé si elle avait les compétences requises pour la première ligne. Elle a confirmé disant qu'elle maîtrisait la magie de renforcement physique et l'escrime de 3e niveau. Grâce à ça, elle était tout à fait capable de combattre à l'avant-garde. Fina s'est approchée d'eux et a précisé que la guilde considérait que son talent principal résidait dans ses compétences de reconnaissance. Il était content de l'apprendre et elle a ajouté qu'elle allait alors leur proposer la quête de chasse parfaite. Le lendemain, il y avait un dragon de feu à la taverne. Il a salué Ricardo qui lui a dit qu'il arrivait juste à temps. Il avait une visiteuse. Ça ne servait à rien de faire attendre la demoiselle, alors il lui avait déjà servi son petit déjeuner. Ils allaient manger ensemble. Il l'a remercié et a dit qu'une telle prévenance n'allait pas avec son visage sévère. L'autre s'est fâché et lui a dit de ne pas s'en faire. Il mettrait le petit déjeuner de la jeune fille sur sa note. Il est entré dans la salle à manger. Chloé l'a interpellé et lui a dit qu'il servait un petit déjeuner vraiment délicieux ici. Il s'est assis à côté d'elle et a dit qu'il restait encore beaucoup de temps avant le rendez-vous. Elle l'a interrompu, s'est excusée et a demandé si elle le dérangeait. Il a répondu que non et que s'il avait dormi jusqu'à la dernière minute, elle aurait dû attendre encore plus longtemps. Elle a ri et a avoué qu'elle avait tellement hâte de faire leur première mission ensemble qu'elle ne tenait tout simplement pas en place. Il a souri et a répondu que pour être honnête, il avait lui aussi tellement hâte qu'il n'avait pas réussi à dormir de la nuit. Alors dès qu'ils auraient fini de manger, ils partiraient immédiatement. Après ça, ils ont quitté la ville et il a expliqué qu'une espèce supérieure avait été repérée en territoire orc. Elle a demandé « Donc pour accomplir la mission, il faut vaincre cet orc supérieur ». Il a confirmé, ajoutant que c'était bien ça, mais à condition qu'il récupère les trophées dans le meilleur état possible. Il s'est dit que ses compétences en reconnaissance aideraient à trouver ce monstre plus vite que sa propre recherche de mana. Il l'a interpellé et lui a demandé si le monstre était proche. Elle lui a demandé d'attendre un peu à coller son oreille au sol et a dit qu'il serait plus sûr de contourner sous le vent et de suivre le son dans un premier temps. Des voix, des bruits de pas, le cliquetis de l'équipement et aussi les odeurs et les sensations sur la peau. Elle révèle les traces d'un ennemi invisible. Pas à pas, Jin s'est dit que c'était bien ce qu'on pouvait attendre d'une femme bête, il n'aurait jamais imaginé de telles capacités.
Elle a senti quelque chose s'est mis à courir et a annoncé qu'ils étaient là. 2 orques supérieurs et 3 orques communs. Il a couru derrière elle et lui a demandé si elle pouvait les sentir même à une telle distance. Il s'est dit que ce n'était pas étonnant que la guilde l'estime autant. Elle le surpassait en matière de détection d'ennemis. Chloé, le visage grave, l'a interpellé et lui a dit de ne pas se relâcher. Quelque chose clochait. Les traces donnaient l'impression qu'on les avait attirés ici délibérément. Il a pensé que les orques supérieurs étaient bien plus intelligents que les orques communs. Peut-être qu'il les attirait délibérément dans un piège. Il a dit qu'il ferait mieux de reconnaître la zone. Ils se sont cachés dans les buissons, ont vu un groupe de monstres et il a confirmé que, comme elle l'avait dit, il y en avait bien 2. Il allait frapper avec sa magie en premier. Elle a sorti son épée et lui a dit qu'il pouvait lui laisser l'avant-garde. Il a créé un cercle magique, a invoqué le vent et a immédiatement tué tous les orques communs. Ils sont sortis de leur cachette. Il l'a interpellée à voix haute et a crié qu'il comptait sur elle. Pendant qu'elle distrayait les orques, il s'est dit qu'à cette distance, il pourrait les viser plus précisément. Il a utilisé sa compétence de recherche de mana, a vu un autre groupe d'orques à proximité et a pensé « D'accord, il y avait quelques orques supérieurs de plus cachés là-bas. » Il s'était tendu debout pour se camoufler alors elle ne les avait pas remarqués. Il a dit qu'il voulait les attirer dans un piège. Chloé, pendant ce temps, esquivait des attaques des monstres, contre-attaquait, reculait d'un bond et disait qu'ils étaient très forts. Les orques ont rapidement couru vers elle, ce qui la laissa perplexe, mais il l'a averti du danger et a attaqué avec de la magie. Avec ce seul sort, il a tranché la tête de 2 de ces monstres et ils n'ont pas eu le temps de la frapper. Elle s'est tournée vers lui et a demandé « Sommes-nous sauvés ?» Le protagoniste l'a interpellé en lui disant qu'il était trop tôt pour se détendre. Quelqu'un les visait depuis sa cachette, mais malheureusement pour eux, il avait tout vu. Un groupe de monstres est sorti de sa cachette et ils les ont vus. Elle a eu très peur et a dit que c'étaient tous des orques supérieurs et qu'ils étaient si nombreux. Que devait-il faire? Il devait fuir rapidement. Ils allaient encore l'utiliser comme appât. Il s'est approché d'elle, l'a prise par les épaules et lui a dit que tout allait bien, qu'elle devait lui faire confiance, qu'elle réussirait sans aucun doute. Il s'est avancé et a utilisé la compétence de magie du vent amélioré. Il a soulevé de la poussière pour détourner leur attention, a également jeté un sort sur son épée et lui a dit d'agir. Elle a accepté, a couru vers les monstres et les a tous frappés à la nuque. Elle a vaincu tous ces monstres et il a dit avec un sourire que tout allait bien. Choquée, elle a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. Elle a dit joyeusement que s'il ne les avait pas retenus avec sa magie, il n'aurait pas réussi. Il a aussi enchanté son épée avec la magie du vent. C'était tout simplement incroyable. Il l'a félicité et qui a dit qu'il devait récupérer les trophées intacts. Chloé a dit qu'elle avait l'impression qu'elle allait être à nouveau abandonnée, même si elle comprenait bien qu'il ne ferait pas ça. Elle s'est excusée et il a répondu que tout allait bien. Après tout, ils formaient une équipe. Elle était d'accord. Il a rassemblé les corps des monstres dans un sous-espace et a pensé que c'est ainsi que leur première tâche s'était achevée avec succès. Cependant, pour lui, le fait que leur lien se soit renforcé était bien plus important que le succès lui-même. Ils sont retournés à la guilde et Fina a demandé surprise s'ils avaient vraiment déjà terminé. Il a confirmé et elle a ajouté qu'au fait, on leur avait donné plusieurs jours pour la terminer. Il n'y a que lui pour réussir à le faire en une journée à chaque fois. Il a ri et a dit que la prochaine fois, ils essaieraient de ne pas trop se presser. Chloé a acquiescé, puis elle a remarqué qu'elle s'accrochait au pan de sa cape et a dit qu'il semblait que sa méfiance envers les gens était passée. Son regard est devenu en quelque sorte plus doux. Elle a ri et a demandé si elle le pensait vraiment. Si c'était le cas, alors c'était probablement grâce à lui. Cette conversation a attiré l'attention du protagoniste et il a commencé à se souvenir du jeu. Il a été surpris par sa propre supposition et s'est demandé s'il n'y avait pas un personnage du même nom dans le jeu La méfiante Chloé. Cependant, dans le jeu, elle est complètement différente de celle qui se tient devant lui. Dans le jeu, elle était sombre et effrayante. Elle ne faisait confiance à personne et ne s'ouvrait à personne. Je pense que c'était son image. Il a regardé son expression joyeuse et a pensé qu'il essayait lui-même de s'écarter du chemin principal de l'intrigue. Alors pourquoi avait-il fini par faire équipe avec l'un des personnages clés? D'ailleurs, il y avait un moment dans son histoire qui était très similaire à aujourd'hui. Fina a dit qu'ils s'entendaient bien et qu'ils pourraient donc facilement finir des donjons. Il a réfléchi et elle a acquiescé en disant qu'il devrait imaginer comment elle trouve les pièges et lui bat les monstres avec la magie. Il a dit que ça pourrait leur convenir. Il a pensé qu'ils pourraient finir les donjons avec plus d'assurance. Elle a demandé si elle devait leur chercher un donjon. Chloé a suggéré d'essayer de terminer un donjon et il a dit qu'elle devrait peut-être chercher quelque chose qui leur conviendrait. Il a pensé qu'un donjon est un endroit où les dieux testaient les gens. Selon le canon, de nombreux donjons ont été créés dans ce monde. Bien sûr, il y en a aussi près de la capitale. Chaque jour, des foules d'aventuriers défient les épreuves divines. Ils sont remplis de monstres et de pièges dangereux, des lieux indispensables à toute légende de héros. Elle a dit joyeusement qu'elle avait déjà hâte d'y être. Jin a partagé son enthousiasme et a pensé qu'il se sentirait enfin comme un véritable aventurier. Ensuite, ils sont allés en charrette jusqu'au donjon et il a pensé que les donjons ont 2 types de zones, les inexplorées et les terminées.
Cette fois, Fina leur a recommandé un donjon déjà terminé. Tout comme dans le monde du jeu, les labyrinthes locaux sont générés de manière aléatoire, donc leur structure change à intervalles réguliers. Autrement dit, une carte est inutile ici. Ils ont montré leur carte aux gardes du donjon, sont entrés, et Chloé a demandé jusqu'à quel étage il prévoyait de descendre aujourd'hui. Il a réfléchi et a dit qu'il explorerait d'abord jusqu'au 3e niveau, et s'il leur restait de la force, ils iraient encore plus profond. Elle a acquiescé et a ajouté que Fina leur avait demandé de ne pas trop jouer les héros. Il a ouvert la porte et a dit qu'il semblait qu'avec leur capacité, ils pourraient facilement s'en sortir ici. Il ferait bien de suivre les bons conseils. Ils sont sortis du couloir pour déboucher dans un espace ouvert et ont regardé autour d'eux. Surprise, elle a montré le côté en disant qu'ils devaient regarder le soleil briller à l'intérieur même du donjon. Il a acquiescé répondant que ces donjons étaient comme ça. Mais ce n'est pas tout. Il y a du vent et de l'eau ici tout comme à la surface. Dans certains labyrinthes, juste après la couche volcanique, on peut trouver des champs de neige infinis, tandis que d'autres étages sont plongés dans une nuit éternelle où brillent plusieurs lunes simultanément. Personne ne sait quels dangers attendent dans les zones inexplorées. C'est pour la conquête de tels lieux inconnus que les aventuriers existent. Elle a dit avec enthousiasme que c'était incroyable et qu'un jour ils devraient absolument partir pour une véritable expédition vers l'inconnu. Il a accepté disant qu'ils allaient d'abord parfaire leurs compétences avant de se lancer. Elle a senti quelque chose est soudainement devenue plus sérieuse, l'a interpellé et lui a dit qu'il y avait quelqu'un droit devant. Il est également devenu sérieux, pensant que sa compétence de reconnaissance ne se trompait jamais. Calme Hill lui a dit de le laisser faire. Il a utilisé sa compétence de recherche de mana et a vu plusieurs silhouettes de monstres au loin. Il a annoncé qu'il y avait 3 gobelins. L'un d'eux les a remarqués. Un sorcier se trouvait parmi eux. Même si ce n'était que le premier étage, les monstres ici étaient différents de ceux de l'extérieur. Elle devait donc être prudente. Chloé a pris son épée en main et a dit qu'elle avait tout compris et qu'elle était prête à se battre. Il a souri et a dit que plus ils s'enfonçaient, plus les monstres du donjon devenaient forts. Ils allaient tester leur capacité dans ce combat. Les monstres les ont rapidement atteints et le protagoniste, en les regardant, a précisé que c'était un gobelin mage. Les gobelins ont couru vers eux. Il l'a appelée et elle a immédiatement répondu présente. Elle a foncé sur les 2 gobelins tandis qu'il se tournait vers le mage en lui disant qu'il serait son adversaire. Le monstre a lancé une boule de feu magique sur lui, mais il a immédiatement utilisé la magie de l'eau pour éteindre la flamme et toucher le monstre par la même occasion. Il a sauté vers ce gobelin et a déclaré que c'était la fin pour lui. Il a tué ce gobelin d'un seul coup à expirer et a rengainé son épée. Chloé avait également vaincu ces monstres et a dit que tout s'était terminé trop vite. Il a acquiescé, ajoutant que même le gobelin mage, considéré comme une espèce supérieure, n'était pas si fort. Elle a répondu que ce n'était que le premier étage. Cependant, il lui semblait qu'il réfléchissait un peu mieux que les monstres qui erraient à l'extérieur. Le gobelin a bougé un doigt et il a dit qu'il l'avait remarqué aussi. Leur mouvement ressemblait à une sorte de tactique. Il a remarqué que le mage se remettait sur pied et a dit qu'il semblait qu'il s'était détendu trop tôt. Elle s'est un peu tendue et a dit qu'elle était pourtant sûre de les avoir tués. Il a remarqué le collier autour de son cou et a pensé que c'était un artefact magique, n'est-ce pas? Il a souri et a dit qu'il ne voulait pas abandonner si facilement. Le gobelin a sauté vers eux et a attaqué avec de la magie. Ils ont sauté dans des directions différentes et il a dit que l'objet magique améliorait ses capacités. Chloé a sauté vers lui et l'a attaqué avec son épée, mais il a bloqué la lame avec la sienne. Il a canalisé de la magie du feu dans sa paume et d'un mouvement brusque l'a projeté au loin. Elle est restée sur ses pieds et le héros l'a appelée pour lui demander si elle allait bien. Le monstre s'est mis à rire méchamment et a créé plusieurs grandes boules de feu près de lui. Elle a commencé à devenir très nerveuse, l'a appelé et lui a demandé ce qu'il devait faire. Il lui a dit que s'il restait calme, il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter. Le monstre a lancé des boules de feu sur eux et qu'il a calmement dit à Chloé de s'écarter. Elle a regardé la magie de l'ennemi avec horreur, mais il a immédiatement couru vers elle et a arrêté l'attaque avec sa propre magie. Elle a repris ses esprits à regarder devant elle et a demandé si c'était un mur d'eau. Il s'est tourné vers elle et lui a dit calmement de ne pas paniquer et de simplement respirer profondément. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, il la protégerait. Il a utilisé une magie de l'eau améliorée et lui a demandé si elle était prête. Elle a repris courage, l'a remercié et a dit que tout allait bien maintenant. Le gobelin a commencé à attaquer avec des boules de feu et il a immédiatement les a éteintes avec sa magie de l'eau en disant que c'était à son tour. Il a enchanté son épée et elle a rapidement couru vers le monstre et l'a frappé plusieurs fois avec. Le gobelin est tombé au sol et elle l'a regardé un peu nerveusement en demandant « Il ne va pas se relever cette fois, hein? » Il a répondu pensivement qu'il semblait que non. Il pensait qu'il était surprenant que le monstre n'ait pas seulement utilisé de la magie, mais un véritable artefact magique. Elle a couru vers lui et a dit qu'effectivement, il ne fallait jamais se relâcher ici. Jin a dit que bien que si l'on ne jugeait que par la force, les monstres à l'extérieur étaient bien plus dangereux. Elle a rengainé son épée, a acquiescé et a dit qu'elle avait été nerveuse pour rien, car en réalité, ils se sont avérés être des adversaires faciles.
Il a dit que pour commencer, il continuerait à évaluer la force des monstres locaux et descendrait jusqu'au troisième étage. Ils ont continué leur chemin et il a pensé qu'il semblait qu'il n'y aurait pas de problème. S'ils ne descendaient pas plus bas que le troisième étage, ils n'attireraient pas inutilement l'attention. Ils ont descendu les escaliers. Chloé a regardé autour d'elle et a dit qu'ils étaient arrivés au troisième étage si rapidement. C'est tout! Il était d'accord disant qu'ils n'avaient rencontré que des monstres faibles jusqu'au troisième étage. Cependant, Fina l'a prévenu que le nombre de monstres allait commencer à augmenter à partir de cet étage. Il semblait donc que la partie la plus intéressante ne faisait que commencer. Elle a soupiré un peu mécontente et a dit qu'au début, le mage gobelin l'avait déstabilisé, mais que maintenant, même s'il y en avait plus, ça ne changerait probablement rien. Il l'a regardé en se disant que franchement, ils étaient arrivés là sans la moindre difficulté. Apparemment, Tello aussi trouvait que ce n'était pas assez. Il a dit que de toute façon, leur force dépassait clairement le niveau requis pour le troisième étage. Puisqu'ils étaient là, ils pourraient peut-être descendre d'un étage de plus. Il s'est dit qu'ils pouvaient sans doute gérer un étage de plus sans aucun problème. Elle a accepté avec joie, ajoutant qu'elle pensait elle-même que ça valait la peine de s'enfoncer plus profondément. Il a refusé et s'apprêtait à dire quelque chose, mais à ce moment-là, plusieurs personnes gravement blessées se sont approchées d'eux et ont demandé à voix haute « Êtes-vous des aventuriers ?» Ils demandaient de l'aide. Ils avaient décidé de descendre au quatrième étage, mais ils se sont fait attaquer juste après la transition, et voilà le résultat. Elle les supplie « Vous n'auriez pas quelques potions de soins en trop ?» Elle leur a donné la potion et le protagoniste a confirmé qu'ils en avaient justement quelques-unes. L'aventurier les a remerciés en disant qu'ils leur étaient redevables. Si vous comptez aller au quatrième étage, soyez extrêmement prudent. Cet étage est un monde complètement différent des trois premiers. Nous prierons pour votre sécurité. Pourrions-nous connaître vos noms? A demandé l'un d'eux. Il a décliné disant qu'ils n'étaient pas assez importants pour avoir à se présenter. Il s'est dit qu'il ferait mieux de partir maintenant qu'ils allaient mieux. La dernière chose dont il avait besoin, c'était de se faire de nouvelles connaissances ici. Chloé joyeusement leur a donné leur nom en ajoutant qu'elle était enchantée de faire leur connaissance. Il en a été contrarié et les aventuriers se sont dirigés vers la sortie en promettant de rapporter leur acte de bravoure à la guilde. Elle les a remerciés puis a dit joyeusement qu'elle avait vraiment hâte d'atteindre le quatrième étage au plus vite. Ils ont quitté le couloir et se sont mis à inspecter les lieux. Elle a fait remarquer que le décor avait encore changé au quatrième étage. Le protagoniste a alors aperçu un orc non loin et a dit qu'apparemment il n'y avait pas que la vue qui avait changé. Elle a saisi son épée et s'est précipitée sur le monstre et l'a tué d'un seul coup précis à la nuque. Il l'a félicité disant que tout était fini en un clin d'œil. Elle a ri avouant qu'elle-même ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi facile. Ils ont poursuivi leur route et il a dit qu'ils devaient continuer sur cette lancée toujours de l'avant. Ils ont progressé très rapidement terrassant divers monstres sur leur passage. Arrivée dans le couloir, elle a fait remarquer qu'ils avaient atteint le 8e étage sans aucun problème. Elle s'est demandé s'ils étaient si forts ou si c'était le donjon qui était trop facile. Il a répondu que c'était évident qu'ils étaient forts. Il avait entendu dire que ce lieu était recommandé pour les aventuriers de rang argent. Elle est devenue soucieuse en apercevant une porte inhabituelle. Elle s'apprêtait à parler quand il a hoché la tête et a dit qu'ils avaient enfin atteint la salle du boss. « Tu es prête ?» a-t-il demandé. Elle a acquiescé d'un signe de tête et il a aussitôt ouvert la porte. Ils sont entrés dans la pièce et ont vu un groupe de gobelins avec un monstre imposant au milieu d'eux. Avec un air sérieux, il a dit que cela signifiait que le chef des gobelins était le boss du donjon. Avec un regard un peu inquiet, elle a fait remarquer qu'il y avait un nombre surprenant de monstres. Il a convenu que le plus important était de ne pas se laisser déborder par le nombre et que la victoire serait alors à eux. Le boss a claqué des doigts. Les monstres ont foncé sur eux en utilisant la magie. Il l'a aussitôt appelé par son nom et elle a tout de suite compris. Elle s'était lancée pour attaquer et a vaincu le premier monstre, mais s'est inquiétée lorsqu'il lui a attrapé la jambe et que les autres l'ont aussitôt attaqué tous en même temps. Elle a paré leurs attaques et a crié que ces gobelins, contrairement aux précédents, agissaient en groupe. Le chef gobelin les regardait avec un sourire arrogant, tandis que Jin commençait à utiliser la magie du vent en lui disant que tout allait bien. Tant qu'il restait calme, il ne représentait aucun obstacle. Il a tué les monstres près d'elle et elle a poursuivi sa course, esquivant toutes les attaques des mages. Elle a tué 2 gobelins supplémentaires et s'est réjouie de son succès. Les gobelins étaient effrayés par ce qui se passait, mais le boss les a saisis et s'est mis à les dévorer. Il s'est demandé, alors il va entrer en rage. Il absorbe le mana de ses congénères pour devenir encore plus fort. Elle s'est inquiétée, l'a interpellé et lui a demandé ce qu'il devait faire maintenant. Le gobelin a fini de manger, a foncé sur lui et a abattu son poing pour le frapper. Il a esquivé l'attaque sans effort et lui a dit de ne pas paniquer. Il avait beau être enragé, ça restait juste un gobelin. Il a utilisé une magie de feu renforcée et a attaqué avec une boule de feu. Son attaque a touché le monstre en pleine tête. L'ayant tué avec cette seule attaque, il a remarqué le regard de Chloé et lui a demandé « Qu'est-ce on est? Quelque chose ne va pas. » D'une voix ébahie, elle a répondu qu'il était tellement incroyable qu'elle en perdait ses mots.
Il a fait un geste de la main vers la porte en disant que ce n'était pourtant qu'une simple boule de feu de bas niveau. N'importe qui peut faire ça. Maintenant, ils devraient aller chercher la récompense. Ils ont ouvert la porte, ont vu un coffre, et le protagoniste s'est dit que dans le jeu, la récompense pour avoir terminé le donjon était l'insigne d'explorateur et des bonus aléatoires. Avec une expression joyeuse, elle lui a dit de l'ouvrir rapidement. Ils ont commencé à compter jusqu'à 3, puis il a ouvert le coffre. Ils ont été surpris par ce qu'ils ont vu et il a dit que c'était un parchemin de compétences de magie élémentaire. Elle a aussi été surprise et a demandé « C'est un objet incroyablement rare, n'est-ce pas? » Il a proposé qu'ils retournent à la guilde pour fêter leur succès. Elle a accepté et ils sont retournés à la guilde. Fina, d'un ton très surpris, lui a demandé à voix haute ce qu'il venait de dire. Il lui a fait un geste pour qu'elle se taise, elle s'est excusée et a dit qu'elle allait reposer sa question. Avait-il vraiment réussi à terminer tout le donjon en une demi-journée seulement? Il a montré l'objet du coffre à acquiescer et a dit que c'était assez facile pour eux. Et voilà la marque de l'explorateur. Elle a commencé à l'examiner à la loupe et a dit que si elle se souvenait bien, le boss là-bas était le chef des gobelins, un adversaire pour des aventuriers de rang argent. Est-ce que les deux l'avaient vaincu? Ce monstre Chloé a dit d'un ton calme qu'il avait vaincu ce monstre tout seul. Elle lui a montré ce qu'elle avait vu pendant ce combat et Fina a ri avec un air choqué en disant que c'était une très bonne blague. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Bon, quoi qu'il en soit, elle les a félicités pour avoir terminé le donjon. Il lui a fait un signe de la main et a dit qu'ils allaient donc fêter leur victoire. Fina l'a interpellé lui, a demandé d'attendre et s'il avait un peu de temps libre. Ça l'a rendu nerveux, il a refusé en disant qu'il venait de dire juste devant elle qu'ils allaient fêter ça. Elle s'est approchée de lui et a dit qu'elle-même ne voulait pas vraiment le déranger, mais que c'était aussi de sa faute. Il s'était beaucoup trop fait remarquer ces derniers temps. D'abord, il l'a sauvé. Ensuite, il accomplit un tas de missions en une journée. Et pour couronner le tout, il a déjà terminé le donjon entier. Et en plus des informations ont circulé selon lesquelles ils avaient secouru des gens là-bas. La maîtresse de la guilde les convoque. Le protagoniste s'est demandé s'il n'en avait pas trop fait côté héroïsme. Et maintenant, c'était la maîtresse de la guilde en personne qui l'appelait. Elle l'a attrapé par les épaules et lui a dit que ça ne durerait pas longtemps. Il s'est dit que malgré son apparence froide, c'était un personnage assez espiègle et populaire. Mais d'après l'intrigue du jeu, il n'aurait jamais dû croiser sa route. Une femme s'est approchée d'eux et a dit qu'il avait l'air beaucoup plus jeune que ce à quoi elle s'attendait. Elle était ravie de le rencontrer. C'était la maîtresse de la guilde des aventuriers de la capitale Asuka Lusur. Il s'est mis contre le mur la tête dans les mains. Mes mains. Chloé l'a remarqué et lui a demandé ce qui n'allait pas. Il s'est présenté avec un air très inquiet et s'est demandé ce qu'il devait faire. Rien ne se passait comme prévu. Attends, la maîtresse de la guilde n'était pas censée être ailleurs au début de l'histoire. Il a dit qu'il avait entendu dire que la maîtresse de la guilde était en déplacement pour affaires et n'était pas dans la capitale. Elle a dit qu'il était plutôt bien informé pour un novice. Fina lui a dit qu'un aventurier curieux était apparu. Alors elle s'est dépêchée de terminer ses affaires et est revenue en vitesse. Nous devrions discuter un peu. Il était très nerveux et pensait que les choses tourneraient mal s'il continuait à lui parler. Qui sait quelles intrigues cela pourrait déclencher? Après tout, c'était l'une des héroïnes du jeu. D'une voix confuse, il a dit qu'il ne se sentait pas bien aujourd'hui. Elle lui a pris la main et a demandé « Et alors ?» Jin a réalisé qu'il ne pouvait pas s'échapper. Elle l'a entraîné avec elle et il a demandé « Ça ne sera pas long, n'est-ce pas? » Ils allaient parler un peu et il lui demanderait de l'oublier. Elle a dit avec un sourire qu'il était très étrange et qu'il lui plaisait encore plus. Ils sont arrivés dans le bureau et Asuka a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi il essayait si désespérément de l'éviter. Était-ce parce qu'il venait d'une famille noble? Il a acquiescé avec hésitation en pensant que comme on pouvait s'y attendre de la part de la maîtresse de la guilde, elle s'était clairement renseignée sur lui. Elle lui a demandé s'il pouvait lui dire qui lui avait enseigné la magie et l'escrime. Elle ne se souvenait de personne qui pouvait donner de telles leçons. D'un ton inquiet, il lui a demandé ce qu'elle savait exactement. Elle a fait un léger clin d'œil et a demandé qui c'est. Peut-être juste un peu, ou peut-être qu'elle savait absolument tout. Il a répondu qu'il avait ses capacités depuis le tout début. Seule sa défunte mère était au courant de ses pouvoirs. Il n'avait rien dit au reste de sa famille. Elle a dit qu'elle comprenait qu'il n'était pas nécessaire de dévoiler toutes ses cartes à l'avance. Il était assez amusant. Elle n'avait jamais rencontré un garçon comme lui. Elle s'est assise à côté de lui et a commencé à lui caresser la tête. Il a réalisé qu'il ne pourrait pas se libérer, s'est tourné vers Fina et l'a supplié du regard de le sauver. Elle s'est approchée d'eux, les a séparés et a dit que ça suffisait. Il était clairement mal à l'aise, alors elle devrait le laisser tranquille. Elle s'est tournée vers elle avec un air contrarié et a dit qu'il venait à peine de commencer. Elle a immédiatement sorti une poêle à frire et Asuka a tout de suite été d'accord avec elle. Surpris par cette réaction, il a appelé le maître de la guilde et lui a dit qu'elle avait reculé de manière suspectement facile. Elle s'est penchée vers lui avec un air inquiet et lui a dit tout bas qu'il ne le savait peut-être pas, mais que lorsqu'elle était en colère, elle était vraiment effrayante. Il a ri en lui-même en se souvenant du passé et s'est dit qu'il le savait déjà.
Elle tenait la poêle à frire dans ses mains avec un air mécontent à appeler le maître de la guilde et a dit qu'ils avaient encore beaucoup de travail. Elle a accepté, s'est dirigée vers la sortie, et le protagoniste a mentalement remercié Finn et s'est dit qu'elle l'avait beaucoup aidé.